la nationalité civile. Non, c'est un mouvement associatif, c'est bénévole, c'est volontaire, donc ils ne sont pas sur d'autres thématiques. Par exemple, que l'expression appropriée est le mouvement sportif. Point, les financements publics et les financements privés. Personnel de la sanction pénale, l'individualité de l'individualité. S'agissant du contentieux de la désignation des dirigeants sportifs. Pour dire simplement que lorsque litige survient dans le cadre de la désignation des dirigeants, dans le cadre d'une organisation sportive, à savoir une association, une société, une fédération, la loi camerounaise oblige les parties, ce qui est tout à fait logique, à chercher à régler le litige qui les oppose dans le cadre de la structure à laquelle ils appartiennent. On aurait pu lancer le débat sur d'autres thématiques. Par exemple, chercher à savoir si un litige concernant la désignation des dirigeants sportifs est un litige sportif. Parce qu'il y a effectivement eu débat là-dessus. D'abord, avant la réforme de 2018, celle qui a conduit à la mise en place de la loi qui régit aujourd'hui l'activité physique et sportive dans notre pays. D'ailleurs, le débat s'est poursuivi par la suite. Ce n'est pas l'axe que nous avons choisi. Nous avons tenu à débattre, mon estimé copanéliste et moi, M. Ikevieux, à débattre sur la question essentielle qui fait d'ailleurs débat, aussi bien en théorie qu'en pratique, la question relative à la compétence. La compétence juridictionnelle, j'entends, parce que sur la question, il y a effectivement débat. De façon globale, devant quelle juridiction doit-on régler les litiges sportifs et singulièrement les litiges qui s'élèvent à l'occasion de la désignation des dirigeants sportifs. Quand nous savons que dans le contexte camerounais actuel, on en parle et cela fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive. Au moment où nous parlons, les uns et les autres sont devant les juridictions pour notamment ces débats relatifs à la désignation des dirigeants sportifs, même s'il est vrai qu'il y a d'autres débats en filigrane ou parfois cachés que les acteurs ne veulent pas révéler. Mais le prétexte est généralement trouvé, celui de la contestation du dirigeant qui a été mis en place. Et on le voit au Cameroun, c'est quasiment dans toutes les fédérations sportives. Que dire, tout le mouvement sportif camerounais souffre de ces litiges, partant donc de ces conflits. Fédération et associations sportives au Cameroun. On peut, à la limite, parler ces derniers temps de refus de l'exécution des sentences arbitrales rendues, ce qui m'amènera à parler donc des difficultés rencontrées dans l'exécution des sentences arbitrales rendues par la CCA ou alors par le TAS. C'est un affaire, c'est un point. Mais je voudrais plus m'apaisantir parce qu'on n'a que 15 minutes et le temps est extrêmement court pour dire que je vais parler du traitement du contentieux de la désignation des dirigeants des fédérations et associations sportives nationales en parlant des problèmes juridiques d'ordre général générés par ce contentieux
devant une juridiction non étatique qu'est la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Et ces problèmes-là, j'en ai identifié 4. Le problème de l'épuisement des voies de recours internes, le problème de la liquidation des astreintes, le problème, et je crois que c'est le plus préoccupant, de l'interprétation et de l'application de l'article 96, surtout à l'alinéa 2 de la loi 2018, et bien sûr, je l'ai évoqué en commençant, pour coller au thème même des difficultés rencontrées dans l'exécution des sentences arbitrales rendues en matière sportive. Alors, pour le premier point, sur le problème de l'épuisement des voies de recours internes, la loi oblige, et surtout les statuts obligent de la CEA, oblige qu'avant de venir à la Chambre, que vous ayez d'abord épuisé les voies de recours internes à la fédération. Parce que chaque fédération a des organes juridictionnels. Donc on ne peut pas venir à la Chambre sans avoir saisi ces organes-là. Or, on a donc eu 2 affaires où il s'est posé un problème d'interprétation de cette notion d'épuisement des voies de recours internes. Ça a été une première fois dans l'affaire Ligue professionnelle de football du Cameroun et l'affaire contre Fecafoot et l'affaire Majoré Timba contre Fekavole. Il était là, je suis heureux qu'il soit venu, peut-être qu'il viendra tout à l'heure en secours. Mais voilà. Et dans l'affaire Majoré Timba contre Fekavole, le problème était posé de manière rugueuse. Mais dans l'affaire Ligue de football professionnel du Cameroun, c'était plus clair. C'est-à-dire que la Ligue saisit l'organe juridictionnel de la Fecafoot pour lui demander de statuer en espace de 48 heures. L'organe de la Fecafoot ne le fait pas et saisit la Chambre. Les avocats de la Fecafoot estiment qu'il n'y a pas eu épuisement des voies de recours internes parce que l'organe n'a pas statué. On a épilogué là-dessus, on a échangé là-dessus, Maître Assira et moi, et d'autres panélistes, d'autres conciliateurs également. Et la Chambre est arrivée à la conclusion que l'organe avait été saisi et avait fait 48 heures sans poser un seul acte. Et prenant référence au droit administratif et surtout à la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme, on est arrivé à la solution que si on laissait du temps à l'organe en question de statuer, eh bien on bloquerait la marge de la justice parce que devant la Chambre, on se retrouve dans une procédure d'extrême urgence. Et je crois que cela est également prévu en matière de référé administratif. Je parle sous le contrôle de grands qui sont aussi le ministre Philippe Ngwese, que je salue au passage et qui est là depuis le matin dans la discussion qu'on le connaît. Merci, monsieur le ministre. Alors, dans ce problème, dans l'affaire Fekavole, par contre, il en parlera tout à l'heure, le professeur Abba Oyeno, et il s'est posé un problème, c'est que l'organe en question de la Fekavole avait été saisi en instance, n'avait pas statué, et c'est en appel qu'on a pu statuer. Nous n'avons pas épilogué là-dessus parce qu'en notre sens, eh bien, on avait épuisé les voies de recours internes. Je vais très rapidement, parce que l'article va être écrit et publié. Parce que je l'ai pratiquement terminé hier, donc vous lirez les détails dans l'article. Le deuxième problème, c'est la liquidation des astreintes. Mais avant de poser ce problème, est-ce que l'arbitre en matière sportive peut liquider les astreintes? Mais déjà, est-ce qu'il peut les prononcer? Pour ce qui est de les prononcer, il n'y a pas de problème. L'arbitre, même en matière sportive, peut prononcer les astreintes. L'astreinte étant une mesure destinée à briser la résistance d'une partie. Par exemple, vous ordonnez la production d'une pièce, la partie tarde à produire la pièce en question, vous pouvez ordonner sous astreinte la production de ce document, de cette pièce, que vous soyez arbitre en matière de droit des affaires ou en matière sportive. Maintenant que cela est fait, est-ce que l'arbitre, vous pouvez revenir devant l'arbitre en matière sportive, lui demander de liquider les affaires? On a 3 affaires, les astreintes, je veux dire, 3 affaires qui ont nourri le débat. Et je veux dire que ça ne concerne pas exclusivement la désignation des dirigeants sportifs. L'affaire professeur Nkumfondo contre Fecafoot, l'affaire Essam Benoît contre Fecafoot et l'affaire Antoine de Padoyega perd son âme contre Fecafoot également. Où c'est
la Chambre qui avait prononcé les astreintes, mais liquidées par l'arbitre seulement. Je veux dire le président de la Chambre. Donc, astreinte prononcée par la Chambre en collégialité, parce qu'on sait en collégialité, cela date de près de 10 ans. Mais au moment de les liquider, une seule personne, le président de la Chambre liquide. L'affaire Essam Benoît arrive au niveau du TAS. Et le TAS a un raisonnement très subtil. Ne répond pas à la question de savoir si l'arbitre peut liquider les astreintes. Dit simplement que du moment que les astreintes avaient été prononcées par la Chambre en collégialité et qu'elles avaient été liquidées par le président seul, on a violé les statuts même de la Chambre parce que ces statuts prévoient qu'on doit statuer en collégialité. Mais il y a une autre affaire très intéressante où toujours il faut saluer ce monsieur. Parce qu'il fait avancer le droit au Cameroun. Il a ressaisi la Chambre pour liquider une partie des astreintes en début d'année. Et la Chambre, par une sentence de janvier 2020, décide qu'elle est compétente pour liquider les astreintes. La sentence est de janvier 2020. Alors que dans l'affaire Essam Benoît, Maître Assira qui défendait la FECAFOOT avait saisi à la fois le TAS et le président du tribunal de première instance de centre administratif qui dit que le juge en matière sportive n'est pas compétent pour liquider les astreintes. C'est moi, le juge étatique, qui doit liquider les astreintes. Vous voyez, il y a donc problème. Hein? Donc, la jurisprudence actuelle de la CCA, c'est que nous sommes compétents lorsque nous avons prononcé les astreintes pour pouvoir les liquider. Et je crois peut-être que le débat va progresser si jamais va vers sa propre mort, si on y fait gaffe. Alors, il est question de quoi? Il est question aujourd'hui, le débat qui est né, et je dois pouvoir dire qu'avec beaucoup de modestie d'ailleurs, que c'est moi qui ai fait porter ce débat à la place publique. Moi, je suis arbitragiste en matière de droit des affaires. L'année dernière, je suis entré dans le droit des sports il n'y a pas trop longtemps, il y a à peine un an. Lorsque Maître m'appelle et que j'y arrive, le premier problème que je vois, c'est que je constate que pour certaines affaires, lorsqu'on a terminé en conciliation, on va soit devant le TAS, soit on continue en arbitrage. Et ça n'est pas comme ça que ça se passe en matière d'arbitrage, dans l'arbitrage des affaires. Vous continuez, vous allez en arbitrage institutionnel. Si dans l'arbitrage institutionnel, il est prévu la médiation et l'arbitrage, quand vous terminez avec la médiation, vous continuez avec l'arbitrage. D'où vient-il donc qu'il y a plus au niveau du sport? J'en parle à... Et le fait de savoir que la Chambre a été créée avec la bénédiction de CIO pour désamorcer le taxe. Et chaque fois qu'on se fait l'action de la retraite, on ne peut pas s'arranger des emplois professeur Mvondo pour ses qualités de pédagogue, avec un tel orateur qui articule sur les mots, même si l'enfant, l'étudiant est dur d'oreille, quelque chose va nous. Je voudrais également adresser mes félicitations au vieux Ike, pour son sens pragmatique du partage. Il nous a toujours laissé comprendre qu'il possède une richesse dont le partage ne l'approuve pas. Et cette richesse-là est la seule. Quand on la partage, on ne s'approuve pas. C'est la connaissance. Il la partage sans cesse. Merci. Alors, monsieur Yiki, j'aimerais savoir quelle est la crédibilité qu'on peut accorder à la CCA. Est-ce qu'on ne pense pas que ce qui vient forcément de l'ailleurs est toujours bon? Parce que pourquoi, lorsque la CCA a statué, on repart toujours au TAS? Est-ce que ça ne revient pas à questionner en réalité nos propres juridictions? Parce que ce n'est pas seulement ces juridictions du sport, mais également les juridictions nationales. Voilà en quelques lignes la question que je voulais poser. Merci. Ma première question ira à l'endroit de M. Eyike. Dans votre propos,
vous avez indiqué que dans les litiges ayant opposé la LFPC à la FECAFOOT, et également dans celui ayant opposé M. Majoré Chimba à la FECAFOOT, la Chambre de conciliation et d'arbitrage a estimé qu'il était du devoir d'une partie litigante de fixer un délai à la commission de recours de la FECAFOOT pour statuer les 48 heures. Ma question est celle de savoir si dans la pratique juridictionnelle et la partie litigante de fixer le recours utile et raisonnable dans lequel une juridiction doit statuer. Si tant est qu'il s'agit là d'une règle de procédure, appartient-il à une partie litigante de statuer sur une règle d'ordre public, notamment la fixation des délais pour statuer? Plus loin encore, je m'en vais m'appesantir sur l'interprétation qu'ont fait la disposition de l'article 96 alinéa 2. J'aime à le dire, durant l'ex, la loi est fixe la loi en l'état. Est-ce qu'il nous appartient de faire une interprétation partisane de cette disposition, ou alors les questions pour nous de nous en tenir en l'état à l'option de ce que vous faites cet article, qui prescrit de manière suffisamment claire que lorsqu'on est sorti de la phase de conciliation et qu'on doit aller à l'arbitrage, il est loisible aux parties litigantes de choisir quel arbitrage doit être administré. Soit l'arbitrage, la Chambre de conciliation et l'arbitrage, soit l'arbitrage du TAS. Autrement dit, pour être plus concret, et sur l'ordre juridictionnel international, est-ce qu'il n'appartient pas tout simplement à la Chambre de conciliation et d'arbitrage de s'aligner devant la jurisprudence du TAS, qui, à 2 reprises, a reçu en appel le peuple de conciliation, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, et n'a pas pu devoir conclure à la saisie prématurée, ou alors au nom de l'épuisement devant le recours et à qui devoir statuer. Je vous remercie. I would like to know, we're talking about internal recourses before going out for external arbitration. What amounts to internal recourses, all internal decisions or internal recourses being sought before the parties can go out for external arbitration? You mentioned that the party recourse to, in a case against FECAFOOT, excuse me, a party gave the arbitration code 48 hours for its decision to be met. But after 48 hours, there was no decision. So the party went out for arbitration, for external arbitration. So my question is, what amounts to appeasement of internal recourses? Thank you. L'arbitrage devant la Chambre et l'affaire, par exemple, Moustar, ça s'est passé de cette manière. Et même la FECAFOOT l'a fait. Le débat est né tout récemment, il n'y a pas 3 mois quand ce débat est né. Auparavant, même la FECAFOOT passait en arbitrage avant de continuer. C'est nous, de la Chambre, qui avons porté ce débat. Pour dire, réfléchissons et voyons de quoi il est question. Donc, pour cette histoire, je vous ai dit, pour l'interprétation de l'article 96, peut-être que vous m'avez mal suivi, mais je vous ai parlé de l'esprit et de la lettre de la loi. Mais il y a un autre point, on n'a pas eu le temps de développer, on ne voit même pas. Lorsque vous lisez les statuts même du TAS, vous y connaissez, moi je viens d'y arriver. Qu'est-ce que la chambre ordinaire est compétente pour connaître quel genre de statut? Et la chambre d'appel est compétente pour connaître quel genre de contentieux? On peut pousser le raisonnement jusqu'à ce niveau-là. Mais le temps nous prend la gorge, on pourra le faire peut-être en dehors. Mais le problème, c'est que nous, c'est le courage même des membres de la Chambre. Ça, au moins, je crois que c'est quelque chose qui, disons, il y a un problème. Réfléchissons et trouvons la solution. Mais lorsque la Chambre, il n'y a pas eu accord, et que les gens, on est allé devant le tableau, alors on a saisi la Chambre évalue, statue sur sa compétence. Et c'est ce qui se fait. Et je suggère donc que
En attendant la réaction du législateur, c'est une suggestion. La loi est là. Je voudrais vous faire la confidence. Je détiens l'exposé des motifs. Je sais de quoi je parle. Je l'ai. Donc je n'irai pas plus loin que ça. Et je sais ce qui est écrit là-dedans. Ce n'est pas que je veux cacher quoi que ce soit. Mais je vous ai parlé de l'esprit et de la lettre là-bas. Donc, quand on saisit la chambre, on va en chambre en arbitrage, la chambre statue sur sa propre compétence. La preuve, c'est qu'auparavant, c'est comme ça que ça se passait, et le problème est né il y a moins de 3 mois. Maître Bissot, est-ce qu'auparavant, il y a un an, ce problème existait? Attendez, non, je ne vous ai pas posé la question, on n'a pas le temps, s'il vous plaît. Voilà. D'accord. Maintenant, attendez, s'il vous plaît, je termine, on va pouvoir passer à autre chose, pour ça qu'on va pouvoir parler. Je voudrais me repréciser sur cette question de l'interprétation et l'application de l'article 96, pour dire qu'il y a 2 camps. Il y a un camp qui dit, on peut aller au TAS, s'il n'y a pas accord, il y a un camp qui dit, on doit passer par le TAS. Les arguments se valent. L'esprit de la loi, c'est qu'il faut aller au TAS. Mais on dit, en le faisant, il y a problème, et des problèmes d'ordre juridique, en lisant même les articles, en interprétant même certains articles du code de l'arbitrage sportif du TAS. Bon, on pourra y revenir. Maintenant, en ce qui concerne la crédibilité de la Chambre, mais il n'y a pas eu que, et c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure, nous ne parlons que de mauvaises décisions de justice. Mais je vous ai donné le cas de l'Africa Cada, où la conciliation a eu lieu devant la Chambre. Je vous parlerai de l'affaire Ligue professionnelle de football Cameroun contre Fofou. C'est Fofou de quoi là? Fofou de Baham. Et Aigle de. Non, c'était Lyon Sportif de Foutouni et contre Ligue professionnelle. Aigle Sportif de la Ménois contre. On a résolu ces problèmes. Ces problèmes ont été portés devant la Chambre et ont été résolus au niveau de la Chambre. Et si vous regardez les statistiques, la Chambre se propose d'ailleurs, je crois que je ne trahis aucun secret, de publier les sentences rendues. Si vous regardez les statistiques des sentences rendues par la Chambre, la grande majorité de ces sentences sont confirmées par le TAS. Mais est-ce qu'on peut dire donc qu'il n'y a pas de crédibilité de la Chambre? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on dise qu'une justice est crédible? Mais c'est lorsque vous avez rendu une décision en instance et qu'elle a été confirmée jusqu'en appel, quelle crédibilité vous voulez encore? Prenez les décisions de la Chambre, analysez-les une après l'autre. Vous allez vous rendre compte que les sentences rendues par la Chambre sont en grande majorité confirmées par le TAS. Il me semble donc qu'il y a crédibilité de ce côté-là. Mais venez, n'ayez pas peur, comme le disait le pape Jean-Paul II. N'ayez pas peur, venez. Voilà. Maintenant, je vais terminer en ce qui... une autre incompréhension, peut-être parce que je parle très rapidement, on me reproche souvent. Je n'ai jamais dit que les partis ont imposé à la Chambre de statut en 48 heures. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si je l'ai dit, pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimé. La loi prévoit qu'il faut épuiser les voies de recours internes. Ne fixe pas les fédérations, je vais dire les délais. Voilà. Mais au niveau des fédérations, des statuts des fédérations, il n'y a pas de délai pour statuer. C'est à la Chambre qu'on dit que lorsque vous êtes saisi en urgence ou en extrême urgence, il faut statuer en 48 heures. Et vous voyez donc le problème, je vais justement soulever un problème. Celui qu'ont les fédérations, c'est-à-dire qu'eux sont saisis, il n'y a pas de délai pour statuer, alors que lorsqu'on vient, il y a un délai pour statuer. C'est ce que je voulais soulever. Ce n'est pas les partis, ni dans l'affaire Fekafo, ni dans l'affaire Foucault-Volé qui ont imposé les délais. Non, jamais. Et avant, jamais. Et je disais la fois dernière, je n'ai pas eu le temps de le dire, je le dis maintenant, qu'il faut donc mener. On est ici pour échanger, pour voir les solutions aux problèmes posés. Une réflexion pour savoir que, est-ce qu'en 48 heures, ils peuvent normalement statuer au niveau des fédérations. Est-ce qu'aujourd'hui, les fédérations ne doivent pas également modifier leur statut pour pouvoir tenir compte de ce qui se fait à la Chambre en disant qu'il y a une sorte de référé sportif au niveau de la Chambre, instaurons également de référé au niveau de nos organes. Voilà ce que j'ai voulu dire. Comme on le dit souvent au quartier, à un bal. Et tous les danseurs ne se dirigent que vers sa copine pour l'inviter à danser. Ça fait donc qu'on devient jaloux. Et comme je suis à la fête, eh bien, je me lève pour danser. Avec l'espoir que
ma danse va quand même attirer des regards, j'ai envie de dire, des questionnements. Mais je ne porterai pas la poids des autres. Il a eu à tenir un certain nombre d'opinions et les questions sont dirigées vers lui, mon estimé companéliste. Mais je me fais quand même le devoir de dire ce que je pense par rapport à ce débat qui est bien évidemment soulevé ici. Celui de la compétence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique dans sa dimension arbitrage. Le débat existe depuis au Cameroun. Et je me pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'au Cameroun, nous n'arrivons pas à nous regarder dans les yeux, à discuter pour trouver des solutions. Et la meilleure façon de trouver une solution en droit, c'est de tout faire pour lever les ambiguïtés, pour lever les équivoques, pour que celui qui lit la norme soit fixé et qu'il n'y ait pas beaucoup d'interprétations possibles. Est-ce que des parties en litige, après la phase de conciliation, sont obligés de saisir la Chambre de conciliation du Comité national olympique et sportif dans son instance arbitrale? Sur ces questions, bien évidemment, les avis jurisprudentiels sont partagés. Pour la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique, c'est clair, il n'y a pas de discussion là-dessus. Elle est compétente à la suite de la procédure de conciliation. Elle s'appuie sur la loi camerounaise et entre autres arguments, la Chambre nous fait comprendre qu'il y a une obligation. Mais je trouve cet argument peut-être pas spécieux, mais discutable. Mais j'ai envie de dire ce que je pense là-dessus. Dans cette divergence de vue, parce qu'en effet, le tribunal arbitral du sport, qui se trouve à la Lausanne en Suisse, admet qu'après le procès verbal de conciliation, elle puisse être saisie. Traduction pour le tribunal arbitral du sport, on n'est pas obligé d'aller devant l'instance arbitrale. Mais méfions-nous des juges. Le juge, au moment où il statue, a-t-il tous les données? Quels sont les arguments qui ont été présentés devant le juge du tribunal arbitral du sport quand nous savons que le juge ne statue que sur ce qu'on lui présente et ne va pas chercher ailleurs? De toute façon, ce qui est intéressant pour nous à relever, c'est qu'il y a effectivement une divergence de vue. Face à cette divergence, je me fais donc le devoir de donner mon opinion. Et mon opinion est que il faut distinguer ici, dans cette procédure, les activités sportives qui sont liées au mouvement olympique, c'est-à-dire les disciplines olympiques et les disciplines qui ne le sont pas. Une discipline olympique, lorsqu'elle a été admise par le Comité international olympique, a participé aux Jeux olympiques avec d'autres critères qu'il faut, bien évidemment, des conditions qu'il faut remplir pour accéder au mouvement, au Comité international olympique. Mais attention, il y a des fédérations, il y a des activités sportives non olympiques. Il y en a plusieurs. Le temps qui nous est parti ne nous permettra pas de les citer ici. Mais pour revenir à ce débat, j'ai envie de dire que lorsque une discipline sportive camerounaise est inscrite dans le mouvement olympique et formellement inscrite au Comité national olympique, qui est une organisation qui regroupe les fédérations olympiques, le Comité national olympique ayant mis en place une structure de règlement des litiges, tous ses membres sont liés par cette juridiction mise en place par l'organisation à laquelle elles appartiennent. Traduction.
La clause compromissoire dont on parle et qui oblige les fédérations olympiques se trouve dans les textes organiques du Comité national olympique et s'impose à toutes les fédérations, à toutes les organisations liées au mouvement olympique qui, au niveau national, est représenté par le Comité national olympique. S'il s'agit donc d'une discipline non olympique, c'est donc à bon droit qu'une partie au litige refuserait de se présenter devant la chambre de conciliation et d'arbitrage dans son instance arbitrale en l'absence d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage olympique. La Fédération camerounaise de football et bien d'autres ne peuvent donc pas se limiter, ne peuvent pas contester la compétence de l'instance arbitrale de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique. Puisqu'il y a donc débat, qui doit véritablement venir le trancher, ce n'est pas le juge. Le juge était être hautement dangereux. Parce qu'il faut bien comprendre, les problèmes que nous avons aujourd'hui dans le monde camerounais sont partis des juges. Ça va dans tous les sens. Doit-on véritablement faire le reproche au juge, puisque le statut que sur ce que les partis lui apportent, et sur les arguments présentés par les partis, qui peuvent être des arguments spécieux, des arguments boiteux, mais le juge fait avec. Il ne faut donc pas, à vrai dire, s'en prendre au juge, il faut plutôt s'en prendre à la qualité des partis. Mais moi, je vais m'attirer à boulet rouge sur le parti, je vais tirer à boulet rouge sur le législateur Cameroun. Où est-il face à ce débat? Il lui appartient donc d'apporter toutes les précisions nécessaires. Et le débat sera flou. Hélas, quel législateur avons-nous? Champion en applaudissement, je n'en dirai pas plus. La nationalité civile. Parce que non, c'est un mouvement associatif, c'est bénévole, c'est volontaire. Ils ne sont pas sur d'autres thématiques. Par exemple, que l'expression appropriée est le mouvement sportif. On a à la fois les financements publics et les financements privés. Personnel de la sanction pénale, l'individualité de la